300 000 km par seconde. C'est la limite. C'est la loi qui régit l'univers entier. Du moins, c'est ce qu'on nous a dit. Parce qu'en ce moment même, dans des laboratoires dont vous n'avez jamais entendu parler, un groupe de physiciens est en train de mettre en pièces tout ce que nous savions sur les voyages spatiaux. Ils ne se sont pas contentés de s'approcher de la vitesse de la lumière, ils ont trouvé un moyen de la dépasser de 10 fois. Et cela change absolument tout. Imaginez un instant. Alpha du Centaure, le système stellaire le plus proche de nous, se trouve à 4 années-lumière de la Terre. Avec les technologies actuelles, il nous faudrait environ 70 000 ans pour y arriver. 70 000 ans, c'est plus que toute l'histoire de la civilisation humaine. Mais si ce que disent ces scientifiques est vrai, nous pourrions y être en moins de 6 mois. 6 mois pour atteindre une autre étoile. Ce n'est pas de la science-fiction. Ce sont des mathématiques que l'on vérifie en ce moment même dans les centres de recherche les plus avancés du monde. Cette nuit, nous allons nous plonger dans les 3 plus grands mystères qui entourent ce concept révolutionnaire. Premièrement, pourquoi Einstein pourrait avoir eu tort et comment ses propres équations contiennent une faille qu'il n'avait pas remarquée lui-même. Deuxièmement, que se passe-t-il exactement avec l'espace-temps quand on essaie de tromper la police cosmique de la vitesse? Et troisièmement, pourquoi certains scientifiques craignent-ils cette découverte plus que les armes nucléaires? À la fin de ce voyage, vous apprendrez quelque chose qui changera votre compréhension de la réalité, quelque chose qui vous fera regarder le ciel nocturne avec des yeux totalement différents. Et, peut-être, ne dormirez-vous plus jamais tranquille, sachant ce que seuls quelques rares physiciens élus sur cette planète savent. Si les mystères de l'espace vous fascinent, si vous voulez savoir ce qui se cache au-delà de notre compréhension, abonnez-vous à la chaîne. Le voyage commence dès maintenant. Commençons par ce que vous savez, ou du moins, ce que vous pensez savoir. En 1905, un jeune clerc du bureau des brevets en Suisse a publié un travail qui a bouleversé la physique. Albert Einstein a présenté au monde la théorie de la relativité restreinte. Et son postulat principal était simple et impitoyable. Rien ne peut se déplacer plus vite que la lumière dans le vide. Ce n'est pas seulement une limitation technique, c'est une loi fondamentale de la nature, aussi immuable que la gravité, aussi absolue que l'écoulement du temps. Einstein a expliqué pourquoi. Quand un objet accélère, sa masse augmente. Plus il s'approche de la vitesse de la lumière, plus sa masse devient importante. En atteignant la vitesse de la lumière, la masse de l'objet deviendrait infinie, ce qui signifie qu'il faudrait une quantité infinie d'énergie pour continuer l'accélération. Une énergie infinie. Dans tout l'univers, il n'y aurait pas assez de carburant pour accélérer ne serait-ce qu'un seul électron à la vitesse de la lumière. C'est un mur mathématique, increvable, insurmontable, absolu. Pendant des décennies, cette loi a été considérée comme sacrée. Des générations de physiciens ont grandi avec l'idée que les voyages interstellaires resteraient à jamais un rêve, que nous étions enfermés dans notre petit système solaire et que même les étoiles les plus proches resteraient éternellement des points inaccessibles dans le ciel nocturne. Romantique, attirante, mais à jamais hors de portée. Et c'est là que ça devient intéressant, car l'histoire officielle n'est que la moitié de la vérité. Einstein a effectivement prouvé que rien ne peut se déplacer à travers l'espace plus vite que la lumière, mais il n'a jamais dit que l'espace lui-même ne pouvait pas se déplacer plus vite. C'est une distinction critique. Et c'est précisément dans cette faille que se cache le plus grand secret de la physique moderne. Vous comprenez? Quand nous parlons de la vitesse de la lumière comme d'une limite, nous parlons du mouvement à l'intérieur de l'espace-temps. Imaginez un poisson nageant dans l'océan.
Le poisson peut nager à une certaine vitesse maximale. Il ne peut pas nager plus vite que ce que sa physiologie permet. Mais que se passe-t-il si l'océan lui-même se déplace? Et si un courant gigantesque emporte le poisson avec l'eau? Alors, par rapport au fond de l'océan, le poisson peut se déplacer beaucoup plus vite que sa propre vitesse maximale de nage. C'est exactement ce dont parlent les physiciens modernes. Ils n'essaient pas d'accélérer des vaisseaux à la vitesse de la lumière. C'est impossible pour les raisons mêmes décrites par Einstein. Au lieu de cela, ils cherchent un moyen de forcer l'espace lui-même à se déplacer. Et quand l'espace se déplace, tout ce qui se trouve à l'intérieur se déplace avec lui, y compris le vaisseau spatial, y compris son équipage, sans aucune violation des lois de la physique. Cela sonne comme de la magie, mais c'est de la pure mathématique. Et le plus frappant, c'est que ces mathématiques fonctionnent. En 1994, le physicien théoricien mexicain Miguel Alcubierre était assis chez lui et regardait un épisode d'une série de science-fiction. À l'écran, un vaisseau spatial passait en mode warp et disparaissait instantanément, fonçant vers des étoiles lointaines. Alcubierre était un scientifique sérieux. Il savait que c'était de la fiction. Mais au lieu de simplement rire de cette impossibilité, il s'est posé la question: et si c'était possible? Pas comme on le montre dans les séries, mais d'une manière qui ne contredit pas la physique. Il a commencé à travailler avec les équations d'Einstein, non pas avec la relativité restreinte, mais avec la relativité générale, cette même théorie qui décrit comment la matière et l'énergie courbent l'espace-temps. Cette théorie qui a prédit l'existence des trous noirs et des ondes gravitationnelles. Après des mois de calculs, Alcubierre a découvert quelque chose d'incroyable. Les équations d'Einstein autorisent l'existence de ce qu'il a appelé une bulle de distorsion. Imaginez un vaisseau entouré d'un champ spécial. Devant le vaisseau, l'espace se comprime. Derrière le vaisseau, l'espace se dilate. Le vaisseau se trouve à l'intérieur d'une portion plate de l'espace, dans une sorte de bulle où tout est calme et stable. Mais la bulle elle-même se déplace. Elle glisse sur le tissu de l'espace-temps comme un surfeur sur une vague. Et voici le point clé. À l'intérieur de la bulle, le vaisseau est factuellement immobile. Il n'accélère pas. Sa masse n'augmente pas. Il reste simplement sur place par rapport à son petit morceau d'espace. Mais ce morceau d'espace file à travers l'univers. Et les lois d'Einstein le permettent, car l'espace lui-même n'est pas limité par la vitesse de la lumière. Il peut s'étendre et se contracter à n'importe quelle vitesse. Nous en voyons des preuves chaque jour. L'univers est en expansion. Les galaxies lointaines s'éloignent de nous, et les plus lointaines s'éloignent plus vite que la vitesse de la lumière. Cela ne signifie pas que les galaxies se déplacent à travers l'espace à cette vitesse. Cela signifie que l'espace lui-même entre nous et ces galaxies se dilate si vite que, globalement, la distance augmente plus vite que ce que la lumière peut parcourir. C'est un fait observé. Ce n'est pas une théorie, c'est une réalité que nous mesurons chaque jour à l'aide de télescopes. Si l'espace peut s'étendre plus vite que la lumière de manière naturelle, pourquoi ne pourrions-nous pas le forcer à le faire artificiellement? Alcubierre a publié son travail et la communauté des physiciens a explosé. Certains l'ont qualifié de génie, d'autres de fou, mais personne n'a pu réfuter ses mathématiques. Les équations étaient impeccables. La métrique d'Alcubierre, comme on l'a appelée, était totalement compatible avec la relativité générale. Einstein, sans le savoir, nous avait laissé la clé des étoiles. Mais il y avait un problème énorme, apparemment insurmontable. Pour créer une bulle de distorsion, il fallait quelque chose qui, selon nos conceptions, n'existe pas dans la nature. De l'énergie négative, ou, pour être plus précis, de la matière exotique
avec une densité de masse-énergie négative. La matière ordinaire attire les autres matières par gravitation. La matière exotique doit repousser. La matière ordinaire courbe l'espace dans un sens. La matière exotique doit le courber dans le sens opposé. Et la quantité de cette matière exotique nécessaire pour créer, ne serait-ce qu'une petite bulle, était tout simplement astronomique. Les premiers calculs montraient qu'il faudrait une masse-énergie équivalente à la masse de Jupiter. Non, pas Jupiter. Une masse égale à celle de tout l'univers visible. C'est absurde. C'est impossible. C'est la fin du rêve avant même qu'il ait commencé. Du moins, c'est ce qu'il semblait, parce que la science ne s'arrête jamais. Et en 2012, il s'est produit quelque chose qui a tout changé. Harold White, un physicien de la NASA, a revu les calculs d'Alcubierre. Il a remarqué que le modèle original supposait une bulle, d'une certaine forme, sphérique. Mais que se passerait-il si on changeait la géométrie? Et si, au lieu d'une sphère, on utilisait un tore, une forme rappelant un beignet? White a effectué de nouveaux calculs, et les résultats ont secoué la communauté scientifique. Avec une géométrie optimale, la quantité de matière exotique nécessaire chutait de plusieurs ordres de grandeur. Pas la masse de l'univers, ni même celle d'une étoile, mais une masse équivalente à seulement quelques centaines de kilogrammes. C'est toujours de la matière exotique que nous ne savons pas obtenir. Mais ce n'est plus de la folie astronomique. C'est un problème d'ingénierie, complexe, mais potentiellement soluble. White ne s'est pas arrêté à la théorie. Il a commencé des expériences dans un laboratoire de la NASA, appelé EagleWorks. Il a créé un interféromètre, un appareil capable de détecter les plus infimes courbures de l'espace-temps. S'il était possible de créer ne serait-ce qu'une courbure microscopique en conditions de laboratoire, ce serait une preuve de principe. Cela montrerait que la métrique d'Alcubierre n'est pas seulement une abstraction mathématique, mais une possibilité physique. Les résultats des expériences ont été ambigus. Certaines mesures montraient des anomalies. Mais les scientifiques se sont disputés pour savoir si ces anomalies étaient un effet réel ou simplement du bruit dans l'appareil. Le travail se poursuit encore aujourd'hui, et chaque année, les expériences deviennent de plus en plus précises. L'histoire ne s'arrête pas là, car tandis que White travaillait sur l'aspect pratique du moteur warp, d'autres physiciens attaquaient le problème sous un angle totalement différent. En 2021, Eric Lenz, physicien à l'université de Göttingen en Allemagne, a publié un travail qui a bouleversé toute la compréhension de la technologie warp. Il a montré que l'on peut créer une bulle de distorsion sans matière exotique du tout, sans énergie négative, en utilisant uniquement de l'énergie positive ordinaire organisée d'une certaine manière. C'était comme de la magie. Pendant des décennies, la matière exotique a été considérée comme un obstacle insurmontable. Et soudain, quelqu'un montre qu'elle n'est pas nécessaire du tout. Comment est-ce possible? Lenz a utilisé un concept qu'il a appelé le solitone. Les solitons sont des ondes auto-entretenues qui conservent leur forme en se déplaçant. Imaginez une vague dans un canal d'eau. Une vague ordinaire se dissipe avec le temps, perd de l'énergie, disparaît. Mais le soliton est une vague spéciale qui reste stable indéfiniment. Ces ondes existent dans la nature. On peut les créer artificiellement. Et Lenz a montré qu'une structure analogue peut être créée dans l'espace-temps lui-même. Son soliton n'est pas seulement une construction mathématique. C'est un modèle de travail qui n'utilise que des phénomènes physiques connus. Pas d'exotisme, pas de masse négative, seulement de l'énergie organisée de la bonne manière. Certes, la quantité de cette énergie est encore colossale,
Pour accélérer un vaisseau de la taille d'une navette à 10 fois la vitesse de la lumière, il faudrait une énergie équivalente à des centaines de masses solaires. C'est moins que ce que demandait le modèle original d'Alcubierre, mais c'est encore bien au-delà de nos capacités. Mais la réalité est encore plus étrange qu'il n'y paraît, car littéralement, quelques mois après la publication de Lenz, un autre groupe de scientifiques a publié un travail qui réduisait les besoins énergétiques de plusieurs ordres de grandeur encore. Alexei Bobrik et Gianni Martir de l'Université de la ville de New York ont montré que la forme classique de la bulle n'est pas la seule possibilité. Ils ont développé toute une classe de nouvelles géométries, dont certaines nécessitaient beaucoup moins d'énergie. Leur modèle avait toujours besoin de puissances énormes, mais la trajectoire des améliorations était évidente. Tous les quelques années, quelqu'un trouvait un nouveau moyen de réduire les exigences. Tous les quelques années, l'impossible devenait un peu moins impossible. Et nous en arrivons à ce qui se passe en ce moment même, à ce qui m'a poussé à commencer ce récit par l'affirmation que les scientifiques ont trouvé un moyen de voyager 10 fois plus vite que la lumière. En 2024, un groupe de chercheurs sous la direction de physiciens d'Applied Physics, une organisation scientifique privée spécialisée dans la recherche avancée, a publié des résultats que même leurs collègues n'ont pas encore eu le temps de totalement assimiler. Ils ont développé un modèle mathématique de ce qu'ils ont appelé la bulle warp pour passagers. Contrairement à tous les concepts précédents, ce modèle tenait compte non seulement du mouvement de la bulle elle-même, mais aussi des conditions à l'intérieur. Parce que quel est l'intérêt d'un vaisseau si l'équipage meurt à cause des forces de marée ou des radiations? Leur modèle résolvait les deux problèmes simultanément. Il créait un espace plat et stable à l'intérieur de la bulle, où les gens pourraient vivre et travailler dans des conditions normales. Et il exigeait une énergie que l'on pourrait théoriquement obtenir dans un avenir prévisible. Pas demain, pas dans 10 ans, mais peut-être dans quelques générations. Et c'est là que ça devient le plus intéressant, car tout ce que je viens de raconter est la version officielle, les articles publiés, les recherches ouvertes, ce que l'on peut trouver dans les revues scientifiques. Mais la réalité est beaucoup plus étrange et beaucoup plus sombre, parce qu'il y a des choses dont les scientifiques n'aiment pas parler publiquement. Il y a des questions qu'ils préfèrent ne pas soulever. Et il y a des découvertes qui les effraient eux-mêmes. Imaginez un instant que le moteur warp fonctionne. Imaginez que nous ayons appris à compresser et à étirer l'espace à notre guise. Qu'est-ce que cela signifie réellement? Cela signifie la possibilité de voyager vers les étoiles en quelques jours ou semaines. Mais cela signifie aussi quelque chose de beaucoup plus inquiétant, car si vous pouvez manipuler l'espace-temps, vous pouvez faire avec lui des choses dont il est effrayant de seulement penser. Certains physiciens ont calculé que, sous certaines conditions, une bulle warp qui s'effondre pourrait générer un rayonnement comparable à un sursaut gamma. Un sursaut gamma est le phénomène le plus puissant de l'univers. Quand une étoile supermassive meurt, elle éjecte tellement d'énergie qu'elle peut stériliser des planéties à des distances de milliers d'années-lumière. Une seule expérience ratée avec la technologie warp pourrait détruire toute vie sur Terre, pas seulement un pays ou un continent, mais toute la biosphère de la planète. D'autres scientifiques pointent du doigt des possibilités encore plus étranges. Si vous pouvez courber l'espace, vous pouvez créer des courbes de genre temps fermé. C'est le terme scientifique pour ce que la fiction appelle les voyages dans le temps. Et c'est là que commencent les paradoxes qui donnent mal à la tête aux physiciens. Un vaisseau avec un moteur warp peut-il retourner dans le passé? Peut-il apparaître en un point avant même d'être parti? Les équations disent que, théoriquement, oui. Les conséquences pratiques de cela sont impossibles à imaginer. Et il y a encore une autre question, la plus effrayante de toutes.
Si la technologie Warp est possible, pourquoi n'en voyons-nous pas de traces? L'univers a presque 14 milliards d'années. Si des civilisations intelligentes existent, et selon tous les calculs, elles devraient exister, pourquoi n'ont-elles pas rempli la galaxie de vaisseaux à moteur Warp? Pourquoi le cosmos est-il si vide et silencieux? Certains pensent connaître la réponse, et cette réponse les effraie au plus haut point. Peut-être que la technologie Warp est un filtre. Peut-être que chaque civilisation suffisamment développée finit par la découvrir. Et peut-être que chaque civilisation qui la découvre s'autodétruit, soit par accident au cours d'une expérience ratée, soit délibérément dans une guerre où une partie utilise des bombes Warp contre l'autre. C'est peut-être précisément pour cela que l'univers se tait. Peut-être sommes-nous au seuil d'une découverte qui a déjà anéanti des milliards de civilisations avant nous. Mais ce n'est que le début, car ce que je vais raconter ensuite est encore plus étrange, encore plus effrayant et encore plus réel. Pour comprendre comment on peut voyager plus vite que la lumière, il faut d'abord comprendre ce qu'est la lumière et ce qu'est l'espace, car ces deux concepts sont liés beaucoup plus profondément qu'il n'y paraît au premier abord. La lumière est une onde électromagnétique. Elle se propage à travers le vide à la vitesse de 299 792 km par seconde. Pas 299 000, pas 300 000, précisément ce chiffre à 1 mètre près. Les physiciens le désignent par la lettre C, et cette lettre est la plus importante de tout l'univers. Mais pourquoi précisément cette vitesse? Pourquoi pas plus vite? Pourquoi pas plus lentement? La réponse réside dans la structure même de la réalité. L'espace-temps n'est pas une scène vide sur laquelle se déroulent des événements. C'est un objet physique. Il a des propriétés. Il peut se courber, s'étirer, osciller. Et il possède une caractéristique que les physiciens appellent l'impédance du vide. C'est la résistance que le vide oppose aux ondes qui s'y propagent. C'est de cette impédance que dépend la vitesse de la lumière. Imaginez une corde de guitare. La vitesse à laquelle les vibrations se propagent sur la corde dépend de sa tension et de sa masse par unité de longueur. Changez la tension, et la vitesse de l'onde changera. Avec l'espace-temps, c'est exactement la même chose. La vitesse de la lumière est déterminée par les propriétés internes de l'espace lui-même. Et voici le point clé. Quand vous courbez l'espace, vous changez ses propriétés. Pas partout de la même manière. Localement. Dans la zone courbée de l'espace, les lois de la physique restent les mêmes, mais la géométrie change, les distances deviennent différentes et le temps s'écoule différemment. Ce n'est pas une abstraction, c'est un fait confirmé expérimentalement. Les satellites du système de positionnement global, ceux-là même, grâce auxquels le navigateur de votre téléphone fonctionne, doivent tenir compte de la courbure de l'espace-temps autour de la Terre. S'ils ne le faisaient pas, l'erreur de localisation atteindrait 10 km par jour. La gravité de la Terre, faible à l'échelle cosmique, est déjà assez forte pour influencer notablement le cours du temps. Maintenant, passez à l'échelle supérieure. Imaginez non pas le faible champ gravitationnel de la Terre, mais une courbure créée artificiellement des millions de fois plus intense. L'espace devant le vaisseau se comprime tellement que la distance en années-lumière s'effondre en kilomètres. L'espace derrière se dilate tellement que les kilomètres s'étirent en années-lumière. Le vaisseau, au milieu, reste dans une zone plate, où rien d'étrange ne se passe. Pour un observateur extérieur, le vaisseau traverse la galaxie en quelques jours. Pour l'équipage du vaisseau, il s'écoule la même quantité de temps. Pas de dilatation du temps, pas de paradoxe des jumeaux, car le vaisseau ne se déplace pas à travers l'espace, il se déplace avec l'espace. Mais comment créer une telle courbure? C'est là que commence la partie
la plus difficile. Selon les équations d'Einstein, la courbure de l'espace-temps est créée par la matière et l'énergie. Plus il y a de masse ou d'énergie dans une zone donnée, plus la courbure est forte. Cela fonctionne pour la gravité ordinaire. Les planètes, les étoiles, les trous noirs courbent l'espace autour d'eux. Mais pour créer une bulle warp, il faut un type de courbure spéciale. Il faut comprimer l'espace dans une direction et simultanément le dilater dans l'autre. La matière ordinaire ne sait pas faire cela. Elle attire toujours, elle crée toujours une courbure de même signe. Il faut quelque chose qui repousse, quelque chose qui crée une courbure de signe opposé. C'est cette fameuse matière exotique dont j'ai parlé. Mais voici ce qui est intéressant. La matière exotique n'est pas tout à fait de la fantaisie. Nous observons ces traces dans les laboratoires chaque jour. L'effet Casimir, l'un des phénomènes les plus mystérieux de la physique quantique, démontre l'existence d'une énergie négative dans certaines conditions. Imaginez deux plaques métalliques parfaitement planes, situées très proches l'une de l'autre, à moins d'un micromètre. Dans l'intervalle qui les sépare, les fluctuations quantiques du vide sont limitées. Seuls certains types de particules virtuelles peuvent y exister. À l'extérieur des plaques, il n'y a pas de telles limitations. Résultat, la pression à l'extérieur s'avère plus élevée que la pression à l'intérieur. Les plaques sont attirées l'une vers l'autre. Cela a été prédit théoriquement en 1948 par le physicien hollandais Hendrik Casimir et confirmé expérimentalement en 1997 avec une précision incroyable. L'effet est réel. L'énergie négative n'est pas une invention. Le problème est l'échelle. L'effet Casimir crée une pression de l'ordre du Pascal. Pour le moteur warp, il faut des énergies équivalentes à la masse des étoiles. La différence est d'environ 40 ordres de grandeur. C'est comme si vous deviez éclairer une pièce et que vous n'aviez à votre disposition qu'un seul photon, émis par une luciole à l'autre bout de la galaxie. Mais les physiciens ne perdent pas espoir, car l'histoire de la science est pleine d'exemples où des barrières qui semblaient insurmontables se sont avérées être des illusions. Au début du XXe siècle, les scientifiques pensaient que l'énergie atomique resterait à jamais inaccessible. Le célèbre physicien Ernest Rutherford, qui a découvert le noyau atomique, a déclaré en 1933 que parler de l'utilisation pratique de l'énergie atomique était une absurdité totale. 12 ans plus tard, la première bombe atomique explosait. 23 ans plus tard, la première centrale nucléaire commençait à fonctionner. L'histoire de la fusion thermonucléaire est similaire. Pendant des décennies, les scientifiques ont tenté de reproduire en laboratoire les processus se déroulant au cœur du Soleil. Encore et encore, les expériences échouaient. Les critiques disaient que la fusion thermonucléaire contrôlée serait toujours pour dans 20 ans. Et voilà qu'en 2022, pour la première fois de l'histoire, un réacteur à fusion a produit plus d'énergie qu'il n'en a fallu pour son démarrage. La percée a eu lieu. L'impossible est devenu possible. Le moteur warp pourrait-il être le prochain dans cette série de choses impossibles qui deviennent réalité? Regardons les chiffres concrets. Pour accélérer un vaisseau spatial d'une masse de 100 tonnes à 10 fois la vitesse de la lumière, selon les derniers modèles, il faudrait une énergie de l'ordre de 10 à la puissance 63 joules. À titre de comparaison, le Soleil entier, pendant toute la durée de son existence, soit 10 milliards d'années, produira environ 10 à la puissance 53 joules. La différence est de 10 ordres de grandeur. Nous avons besoin de l'énergie de 10 milliards de soleils brûlant chacun pendant 10 milliards d'années. Cela semble désespéré. Mais rappelez-vous ce que j'ai dit sur les améliorations. Le modèle original d'Alcubierre exigeait la masse de tout l'univers visible.
Harold White a réduit cela à la masse de Jupiter. Eric Lentz a montré qu'on pouvait se passer totalement de matière exotique. Chaque amélioration a réduit les exigences de dizaines d'ordres de grandeur. Si cette tendance se poursuit, et il n'y a aucune raison de penser qu'elle ne le fera pas, dans quelques décennies, nous pourrions arriver à des énergies qui sont réellement accessibles. Imaginez le réacteur à fusion du futur. Pas les installations expérimentales d'aujourd'hui, mais des centrales industrielles capables de produire des térawatts de puissance pendant des années. Imaginez des centrales solaires orbitales, collectant l'énergie du Soleil directement, sans perte dans l'atmosphère. Imaginez la production d'antimatière à des échelles qui semblent aujourd'hui relever de la fantaisie. Il y a 100 ans, le réacteur atomique semblait être de la fantaisie. Il y a 50 ans, l'ordinateur personnel. Il y a 30 ans, l'Internet dans la poche. Le progrès technologique s'accélère. Ce qui semblait impossible à nos grands-pères est devenu banal pour nous. Ce qui nous semble impossible deviendra banal pour nos petits-enfants. Mais l'énergie n'est pas le seul problème. Il y en a d'autres, tout aussi sérieux. Premièrement, le problème de l'horizon. Quand le vaisseau se trouve à l'intérieur de la bulle warp, il est coupé de l'univers extérieur par une barrière de cause à effet. L'information ne peut pas pénétrer à travers la limite de la bulle, ni vers l'intérieur, ni vers l'extérieur. Pour l'équipage, cela signifie une cécité totale. Ils ne peuvent pas voir où ils volent, ils ne peuvent pas recevoir de signaux, ils ne peuvent pas envoyer de messages. C'est comme tomber dans un trou noir. Sauf que dans le cas d'un trou noir, l'horizon des événements est un point de non-retour, au-delà duquel même la lumière ne peut sortir. Dans le cas de la bulle warp, l'horizon entoure le vaisseau de tous les côtés. L'équipage est littéralement enfermé à l'intérieur de son propre morceau d'espace-temps. Comment diriger le vaisseau dans de telles conditions? Comment s'arrêter au point voulu? Comment éviter une collision avec un astéroïde ou une planète que vous ne voyez pas? Certains physiciens proposent une solution. Le cours doit être tracé à l'avance avant d'entrer en mode warp. Tous les calculs doivent être terminés avant le départ. Le vaisseau suivra une trajectoire définie à l'avance, comme une balle tirée par un fusil. Pas de corrections en route, pas de manœuvre, juste un saut aveugle du point A au point B. C'est effrayant. Imaginez que vous montiez dans un avion qui décollerait et atterrirait automatiquement sans aucun contrôle du pilote pendant le vol. Si quelque chose tourne mal, si un obstacle se trouve sur le chemin, si les conditions changent, on ne pourra rien faire. Mais peut-être que ce n'est pas aussi terrible qu'il n'y paraît. L'espace est immense et vide. La probabilité d'une collision avec quoi que ce soit sur le chemin entre les étoiles est infime. Les distances entre les objets sont si grandes que, même avec l'itinéraire le plus malchanceux, la chance de percuter un astéroïde se mesure en milliardièmes de %. Le deuxième problème est la navigation. Quand vous vous déplacez 10 fois plus vite que la lumière, les méthodes ordinaires de détermination des coordonnées ne fonctionnent pas. Les étoiles autour de vous subissent un décalage vers le rouge jusqu'à devenir invisibles ou se compriment en un point derrière vous. Les signaux radio des balises ne peuvent pas vous rattraper. Vous volez dans l'obscurité absolue, en vous fiant uniquement à vos horloges internes et à vos calculs préalables. La moindre erreur dans les données initiales s'accumule à chaque seconde de vol. Si vous vous êtes trompé de vitesse d'1 millionième de % après 1 an de vol, vous vous retrouverez à des milliers de kilomètres de votre cible. Et si vous vous êtes trompé de direction, alors l'écart peut se compter en années-lumière. La navigation dans l'espace warp nécessitera des technologies totalement nouvelles, peut-être des capteurs gravitationnels,
capable de sentir la masse des étoiles à travers la limite de la bulle. Peut-être des systèmes de communication quantique travaillant sur des principes que nous n'avons pas encore découverts. Peut-être quelque chose de totalement inattendu. Le troisième problème est le rayonnement de Hawking. Stephen Hawking a montré que les frontières entre des zones ayant des propriétés différentes de l'espace-temps génèrent des particules. Cela se produit à l'horizon des événements des trous noirs. Cela devrait se produire à la limite de la bulle warp. Les calculs montrent que lors d'un mouvement à une vitesse dépassant largement celle de la lumière, la paroi avant de la bulle générera un flux intense de particules hautement énergétiques. Quand le vaisseau s'arrêtera et que la bulle s'effondrera, toute cette énergie sera libérée instantanément dans la direction du mouvement. Imaginez cela. Vous arrivez près d'une étoile lointaine, vous sortez du mode warp, et au même moment, la planète devant vous reçoit une dose de radiation capable d'anéantir toute vie à sa surface. Vous êtes arrivé à destination, mais votre vaisseau s'est transformé en arme de destruction massive. Certains physiciens pensent que ce problème est soluble. Ils proposent des schémas de sortie du mode warp où l'énergie se dissipe progressivement plutôt que d'être libérée en une seule impulsion. D'autres ne sont pas sûrs. Il y a trop de choses que nous ne comprenons pas encore, et nous en arrivons à un aveu honnête. La science n'a pas de réponse définitive à la plupart des questions sur le moteur warp. Nous savons que les équations permettent une telle possibilité. Nous savons qu'il n'y a pas d'interdiction fondamentale, mais entre la possibilité théorique et la réalisation pratique, il y a un gouffre. Nous ne savons pas exactement quelle quantité d'énergie sera nécessaire. Les estimations varient de dizaines d'ordres de grandeur selon le modèle. Nous ne savons pas comment générer le type de courbure nécessaire. Tous les concepts existants nécessitent des matériaux ou des champs que nous ne savons pas créer. Nous ne savons pas quels effets secondaires surviendront. Chaque nouveau travail révèle de nouveaux problèmes potentiels. Et surtout, nous n'avons réalisé aucune expérience confirmant directement la possibilité du moteur warp. Tout reste au niveau de la théorie. Une belle théorie mathématiquement rigoureuse, mais non confirmée. Cela ne signifie pas que la théorie est fausse. La relativité générale était aussi une théorie non confirmée il y a 100 ans. Il a fallu des décennies pour que les technologies atteignent le niveau nécessaire pour sa vérification. Les ondes gravitationnelles ont été prédites par Einstein en 1916. Elles n'ont été détectées qu'en 2015. Presque 100 ans entre la théorie et l'expérience. Peut-être qu'il en sera de même avec le moteur warp. Peut-être que nos arrière-petits-enfants liront les premières confirmations expérimentales et se demanderont pourquoi cela nous a pris autant de temps. Et peut-être découvriront-ils que tout le concept était une erreur, qu'une variable non prise en compte se cachait quelque part dans les mathématiques, rendant tout impossible. Nous ne savons pas, et c'est sans doute ce qu'il y a de plus honnête à dire. Mais l'absence de certitude n'arrête pas les chercheurs. Des laboratoires partout dans le monde poursuivent le travail. Les théoriciens cherchent de nouvelles solutions aux équations d'Einstein. Les expérimentateurs perfectionnent les instruments capables de détecter les moindres frissons de courbure de l'espace-temps. Les ingénieurs développent des matériaux aux propriétés extrêmes. Et il y a un autre aspect dont on parle rarement en public. Les services de renseignement militaire. Des organisations dont les noms ne figurent pas dans les revues scientifiques. Si la technologie warp est possible, elle a une application militaire évidente. Un vaisseau capable de se déplacer 10 fois plus vite que la lumière est impossible à intercepter. Il ne peut pas être suivi. Il apparaît de nulle part et disparaît dans le néant. C'est l'éclaireur idéal, le porteur d'armes idéal, l'outil idéal pour une frappe contre laquelle il n'y a pas de défense. Il existe des rapports non confirmés sur des programmes fermés, des laboratoires travaillant sous le sceau du secret,
des budgets qui ne passent pas par les canaux de financement habituels. Que cela soit vrai ou non, c'est impossible à vérifier, mais il serait naïf de croire que de telles recherches ne sont menées que dans des institutions académiques ouvertes. L'espace-temps garde ses secrets, mais l'humanité ne s'est jamais arrêtée devant des portes closes. Nous avons brisé l'atome, nous avons déchiffré le code génétique, nous sommes allés sur la Lune et avons envoyé des sondes au-delà du système solaire. Moteur Warp, la prochaine frontière, le prochain rêve impossible qui attend peut-être son heure. Mais avant de voler vers les étoiles, nous devons comprendre ce à quoi nous pourrions être confrontés. Car l'univers n'est pas un endroit tranquille. Il est plein de violence, de destruction et d'énergie qui dépassent toute l'imagination humaine. Et c'est de cela qu'il sera question dans la partie suivante. Il existe un endroit dans l'univers où l'espace-temps se comporte presque de la même manière qu'à l'intérieur d'une bulle warp théorique. Cet endroit s'appelle l'ergosphère d'un trou noir en rotation. Et, en l'étudiant, les scientifiques obtiennent des indices sur la manière dont une courbure artificielle de l'espace pourrait fonctionner. Quand un trou noir tourne, et la plupart d'entre eux tournent, il entraîne avec lui l'espace-temps environnant. Ce phénomène est appelé l'effet lens tearing, ou l'entraînement des référentiels. Imaginez une cuillère remuant du miel épais. Le miel, près de la cuillère, commence à tourner avec elle. L'espace, près d'un trou noir en rotation, se comporte de la même manière. Il est littéralement traîné derrière l'objet massif. Dans l'ergosphère, la zone située entre l'horizon des événements et la limite extérieure de l'influence du trou noir, cette rotation est si intense qu'il est physiquement impossible de rester immobile. Même si vous allumez vos moteurs à pleine puissance et essayez de rester sur place, l'espace lui-même vous emportera dans la direction de la rotation du trou. Vous pouvez être immobile par rapport à votre morceau d'espace, mais votre morceau d'espace se déplace. Cela sonne familier. C'est précisément ainsi que fonctionne le moteur Warp en théorie. Le vaisseau est immobile par rapport à sa bulle, mais la bulle se déplace à travers l'univers. La différence est que l'ergosphère est un phénomène naturel, un effet secondaire de la gravité extrême. La bulle Warp est une construction artificielle, créée délibérément, mais le principe est le même. On peut forcer l'espace-temps à se déplacer, et tout ce qui se trouve à l'intérieur de l'espace-temps en mouvement se déplace avec lui. Les astrophysiciens étudient les trous noirs à l'aide de télescopes à rayons X, de radiointerféromètres et de détecteurs d'ondes gravitationnelles. Chaque nouvelle observation apporte des données sur la manière dont se comporte un espace-temps extrêmement courbé. Ces données sont inestimables pour les développeurs de technologies Warp. C'est comme si la nature elle-même mettait en place des expériences que nous ne sommes pas encore capables de réaliser en laboratoire. Le 21 septembre 2023, l'observatoire LIGO a enregistré un signal qui a intrigué les scientifiques. Les ondes gravitationnelles indiquaient la fusion de deux objets de masse inhabituelle, entre une étoile à neutrons et un trou noir dans ce qu'on appelle l'écart de masse, là où les objets ne devraient théoriquement pas exister. Mais qu'est-ce qui a attiré l'attention des théoriciens du moteur Warp? La structure étrange du signal. Une partie du motif de l'onde ressemblait à des modèles prédits pour une courbure artificielle de l'espace. Personne n'affirme qu'il s'agissait du moteur Warp d'une civilisation extraterrestre. Plus probablement, l'explication se trouvera dans le cadre de l'astrophysique ordinaire, mais le fait même que les courbures naturelles et artificielles puissent sembler similaires est important. Cela signifie qu'un jour, nous pourrons utiliser les observatoires d'ondes gravitationnelles pour détecter une activité Warp, la nôtre ou celle d'autrui. L'Institut SETI, l'organisation dédiée à la recherche d'une intelligence extraterrestre, a déjà inclus les signatures Warp dans la liste des signes technologiques potentiels d'une civilisation.
En plus des signaux radio, des impulsions laser et des traces de structures astro-ingénierielles de type sphère de Dyson, on cherche désormais des anomalies gravitationnelles qui pourraient indiquer des vaisseaux à moteur warp, sans succès pour l'instant. Le cosmos se tait sur toutes les fréquences, mais l'absence de résultat est aussi un résultat. Soit les civilisations développées sont rares, soit elles n'utilisent pas les technologies warp, soit elles les utilisent d'une manière que nous ne pouvons pas détecter. Chacune de ces options nous dit quelque chose d'important sur notre place dans l'univers. Il existe une autre classe d'objets qui mérite l'attention dans le contexte de la physique warp. Les trous de verre, ou, pour utiliser le terme formel, les ponts d'Einstein-Rosen. En 1935, Einstein et son collègue Nathan Rosen ont montré que les équations de la relativité générale permettent l'existence de tunnels à travers l'espace-temps. Deux régions éloignées de l'univers pourraient être reliées par un passage court. Au lieu de parcourir des millions d'années-lumière autour, on pourrait passer tout droit en quelques minutes. Les trous de verre et les bulles warp sont des concepts différents, mais ils sont basés sur les mêmes principes. Les deux utilisent la courbure de l'espace-temps. Les deux permettent de contourner la limitation de la vitesse de la lumière sans la violer directement. Les deux exigent des formes exotiques de matière ou d'énergie. Pendant longtemps, on a cru que les trous de verre naturels étaient instables. Toute tentative de les traverser entraînerait un effondrement instantané. Mais ces dernières années, des modèles de trous de verre stables ont émergé, maintenus ouverts par des effets quantiques ou des configurations spéciales de la matière. Si ces modèles sont exacts, des trous de verre pourraient exister quelque part dans l'univers de manière naturelle ou pourraient être créés artificiellement. Le lien entre les trous de verre et le moteur warp est plus profond qu'il n'y paraît. Certains physiciens pensent que ce sont deux faces de la même pièce. Créer une bulle warp stable pourrait être équivalent à créer un trou de verre microscopique. Une technologie capable de l'un est probablement capable de l'autre. Et maintenant, jetons un coup d'œil au revers de ces merveilles, à ce qui se passe quand des énergies d'une telle ampleur échappent à tout contrôle. L'univers n'est pas un jardin paisible avec les lumières vacillantes des étoiles. C'est une arène de violence incessante. Explosions, collisions, cataclysmes d'une telle ampleur que l'esprit humain refuse de les percevoir. Et les énergies impliquées dans ces événements sont comparables à celles qu'exigera le moteur warp. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un rappel des forces avec lesquelles nous proposons de jouer. Commençons par les sursauts gamma. Je les ai mentionnés plus tôt, mais je n'ai pas expliqué ce que c'est réellement. Un sursaut gamma est une libération soudaine de rayonnement gamma, le type d'onde électromagnétique le plus énergétique. Il dure de quelques millisecondes à quelques minutes. Pendant ce temps, la source éjecte plus d'énergie que le Soleil n'en produira pendant toute la durée de son existence, l'énergie de 10 milliards d'années libérée en quelques secondes. Ces événements sont enregistrés par des satellites pratiquement tous les jours. La plupart d'entre eux se produisent dans des galaxies lointaines, à des distances de milliards d'années-lumière. C'est une bonne nouvelle, car si un sursaut gamma se produisait suffisamment près, disons dans un rayon de quelques milliers d'années-lumière, et s'il était dirigé vers la Terre, les conséquences seraient catastrophiques. Les rayons gamma détruiraient la couche d'ozone de l'atmosphère. La surface de la planète se retrouverait sous le rayonnement ultraviolet direct du Soleil. La photosynthèse dans les océans s'arrêterait, tuant le phytoplancton, la base de la chaîne alimentaire marine. Les pluies acides empoisonneraient le sol et l'eau. Une extinction de masse frapperait toute la biosphère.
Certains paléontologues lient l'extinction de l'Ordovicien silurien, la deuxième plus importante de l'histoire de la Terre, survenue il y a environ 450 millions d'années, à un sursaut gamma proche. Environ 85% des espèces marines ont péri. La vie sur Terre a failli s'éteindre. Maintenant, réfléchissez à cela dans le contexte du moteur Warp. Si une sortie non contrôlée du mode Warp peut générer un rayonnement comparable à un sursaut gamma, chaque voyage vers les étoiles devient une apocalypse potentielle. L'arrivée d'un vaisseau près d'une planète habitée pourrait effacer sa biosphère avant même que l'équipage n'ait le temps de dire « Bonjour ». Ce n'est pas de la paranoïa, c'est une conséquence directe des calculs publiés dans des revues scientifiques, évalués par les pairs. Le problème est réel, et il exige une solution avant que nous ne construisions le premier vaisseau Warp. Mais les sursauts gamma ne sont pas le seul exemple de violence cosmique. Regardez les étoiles à neutrons. Une étoile à neutrons est le cœur effondré d'une étoile massive. Toute la masse du Soleil est comprimée dans une sphère d'environ 20 km de diamètre. La densité est telle qu'une cuillère à café de matière d'une étoile à neutrons pèse environ 5 milliards de tonnes. La gravité à la surface est 300 milliards de fois plus forte que celle de la Terre. À une telle densité, l'espace-temps est si courbé qu'on peut presque le toucher. Un rayon de lumière dirigé horizontalement au-dessus de la surface d'une étoile à neutrons se courbera et y reviendra après quelques kilomètres. Le temps s'écoule nettement plus lentement qu'au loin de l'étoile. Les étoiles à neutrons tournent, certaines des centaines de fois par seconde. Imaginez un objet de la taille d'une ville tournant plus vite que les pales d'un hélicoptère. Lors de cette rotation, des champs magnétiques monstrueux se créent, des billions de fois plus forts que celui de la Terre. Et ces champs génèrent des flux de particules chargées extrêmement puissants. Quand deux étoiles à neutrons entrent en collision, ce qui arrive lorsqu'elles se trouvent dans un système double et se rapprochent progressivement à cause de la perte d'énergie par rayonnement gravitationnel, une énergie comparable à des centaines de supernovas est libérée. Nous enregistrons les ondes gravitationnelles de telles collisions sur Terre. Le 17 août 2017, les détecteurs LIGO et Virgo ont enregistré la fusion de deux étoiles à neutrons à une distance de 130 millions d'années-lumière. C'était le premier événement observé simultanément en ondes gravitationnelles et dans le spectre électromagnétique. Lors de la collision, des éléments lourds se sont formés, de l'or, du platine, de l'uranium. Une kilonova, c'est le nom du flash résultant d'un tel événement, a éjecté dans l'espace de la matière contenant ces éléments. L'anneau d'or à votre doigt a peut-être été forgé dans un tel cataclysme il y a des milliards d'années, mais ce qui m'intéresse, c'est autre chose. L'énergétique. La fusion d'étoiles à neutrons libère environ 10 à la puissance 46 joules en quelques secondes. C'est un chiffre colossal, mais c'est bien inférieur, de plusieurs ordres de grandeur, à ce qu'exigera un saut Warp complet selon les premières estimations. Cependant, selon les derniers modèles, l'écart se réduit, et quelque part, entre la fusion d'étoiles à neutrons et l'explosion d'une supernova, pourrait se situer le seuil énergétique d'un voyage interstellaire pratique. Les supernovas sont le niveau suivant de la violence cosmique. Quand une étoile massive épuise son carburant thermonucléaire, son cœur s'effondre en une fraction de seconde. Les couches externes s'écroulent sur le cœur et rebondissent, engendrant une onde de choc d'une puissance inimaginable. L'étoile explose, brillant pendant un court instant plus intensément que toute sa galaxie. L'énergie d'une supernova est d'environ 10 à la puissance 44 joules,
dans la lumière visible et 10 à la puissance 46 dans les neutrinos. C'est l'équivalent de plusieurs octillions de bombes nucléaires d'une mégatonne. L'onde de choc file à travers le gaz environnant, le chauffant à des millions de degrés. De nouveaux éléments sont synthétisés. La poussière cosmique, à partir de laquelle se formeront plus tard des planètes et des humains, s'éparpille dans l'espace. L'étoile candidate la plus proche pour une supernova est Bételgeuse, une supergéante rouge dans la constellation d'Orion. Elle se trouve à environ 650 années-lumière de la Terre. Quand elle explosera, ce qui peut arriver à n'importe quel moment à l'échelle cosmique, c'est-à-dire d'ici le prochain million d'années, l'éclat sera visible à l'œil nu, même en plein jour. Heureusement, la distance est suffisamment grande pour que les radiations ne causent pas de dommages sérieux à la Terre. Mais imaginez une civilisation ayant construit un moteur warp, une civilisation capable de manipuler des énergies de cet ordre. Une seule erreur, un générateur de distorsion mal calibré. Et le résultat pourrait être comparable à une supernova, qu'elle soit contrôlée ou non, selon la mesure dans laquelle les concepteurs comprenaient ce qu'ils faisaient. Cela nous amène à une question que les physiciens discutent à voix basse, en marge des conférences après les rapports officiels. Le moteur warp comme arme. Toute technologie capable de déplacer un vaisseau plus vite que la lumière manipule, par définition, des énergies à l'échelle cosmique. Et n'importe laquelle de ces technologies peut être utilisée pour la destruction. Ce n'est pas une théorisation, c'est de la logique. La bombe warp. Le concept est simple jusqu'à l'effroi. Prenez un générateur de distorsion, réglez-le pour créer une bulle qui ne transporte pas un vaisseau, mais s'effondre au point de destination. Toute l'énergie stockée dans la courbure de l'espace est libérée instantanément. Le résultat est une explosion comparable à une supernova, mais dirigée et contrôlée. Peut-on détruire une planète? Facilement. Peut-on détruire une étoile? Probablement. Peut-on détruire tout un système stellaire? Avec une puissance suffisante? Possible. Et il n'existe aucune défense contre une telle arme. Le projectile warp se déplace plus vite que la lumière. Aucun système d'alerte précoce n'aura le temps de le détecter. Il apparaîtra de nulle part et transformera sa cible en plasma avant que quiconque ne comprenne ce qui se passe. Certains futuristes pensent que c'est précisément ce qui explique le silence du cosmos, le paradoxe de Fermi. La question de savoir où sont tous les extraterrestres pourrait avoir une réponse sombre. Les civilisations atteignant le niveau des technologies warp acquièrent inévitablement la capacité de s'autodétruire, et la plupart d'entre elles utilisent cette capacité, soit volontairement, soit par erreur. Pensez à l'histoire de l'humanité. Les armes atomiques existent depuis moins d'1 siècle. Pendant ce temps, nous nous sommes approchés du bord du gouffre à plusieurs reprises. La crise des missiles de Cuba, la fausse alerte de Stanislav Petrov en 1983, des incidents que nous n'apprenons que par des documents déclassifiés. À chaque fois, la catastrophe a été évitée par un miracle, de la chance ou la décision d'un seul homme. Combien de fois aurons-nous encore de la chance? Combien de fois la chance sourira-t-elle à une civilisation qui possède des bombes warp? Les statistiques sont impitoyables. Si la probabilité d'une catastrophe par décennie est d'au moins 1%, sur 1000 ans, la probabilité de survie tombe en dessous de 90%. Sur 10 000 ans, en dessous de 50. Sur 100 000 ans, en dessous de 1%. Or, 100 000 ans, c'est un instant à l'échelle cosmique. Peut-être sommes-nous les premiers. Peut-être sommes-nous les seuls à avoir eu la chance de nous développer dans un rare intervalle de l'histoire cosmique avant que les guerres warp ne dévastent ce coin de la galaxie. Ou, peut-être sommes-nous les prochains sur la liste de l'autodestruction.
des pensées sombres pour une réflexion nocturne, mais il y a aussi un autre côté. La même technologie qui peut détruire une civilisation peut aussi la sauver. Le moteur Warp est le chemin vers les étoiles. C'est la possibilité de s'essaimer dans la galaxie, de sorte qu'aucune catastrophe isolée ne puisse menacer l'espèce dans son ensemble. C'est le moyen de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, ce panier étant actuellement la Terre. Un astéroïde capable de provoquer une extinction de masse nous menace actuellement. Quelque part là-bas, dans l'obscurité entre les planètes, file un rocher qui pourrait interrompre l'histoire de l'humanité. Nous avons appris à trouver de tels objets. Nous développons des moyens de les détourner. Mais si nous nous éparpillons sur des centaines de planètes, dans des dizaines de systèmes stellaires, aucun astéroïde ne sera une menace pour l'espèce. Une supernova peut stériliser tout le voisinage du Soleil. Un sursaut gamma peut détruire la vie sur des planètes dans un rayon de centaines d'années-lumière. Mais si l'humanité se répand dans toute la galaxie, même ces cataclysmes deviendront des tragédies locales et non des menaces existentielles. Le moteur Warp est à la fois l'arme de l'apocalypse et le seul chemin fiable vers l'immortalité de l'espèce. Le côté qu'il nous montrera dépend des décisions que nous prendrons, de la manière dont nous développerons la technologie, de qui y aura accès, et des règles et restrictions que nous établirons. Les premiers physiciens atomiques ont fait face à un choix similaire. Ils ont créé la bombe, mais ils ont aussi créé les réacteurs qui fournissent aujourd'hui de l'électricité à des millions de foyers. L'énergie atomique a tué des centaines de milliers de personnes à Hiroshima et Nagasaki, mais elle en a sauvé des millions en prévenant des guerres et en fournissant l'énergie nécessaire au développement des civilisations. Technologie Warp. Le test suivant, le prochain examen pour l'humanité. Si nous le réussissons ou si nous échouons, seul le temps le dira. Mais avant de penser à des questions aussi globales, il convient de s'en poser une plus simple. Qu'est-ce que la technologie Warp signifie personnellement pour vous, pour votre vie, pour votre compréhension de votre place dans l'univers? C'est ce qui suit. Fermez les yeux un instant. Imaginez que vous êtes sur le pont du premier vaisseau Warp. Derrière le hublot, ce n'est pas la noirceur du cosmos, mais un étrange scintillement à la limite de la bulle. Vous ne sentez pas le mouvement. Les instruments indiquent que le vaisseau est immobile, mais quelque part là-bas, à l'extérieur, l'univers défile à une vitesse 10 fois supérieure à celle de la lumière. Dans 3 mois ou dans 3 secondes, selon la manière de compter, vous vous retrouverez près d'une autre étoile. Une planète que jamais aucun œil humain n'a vue. Un ciel avec un soleil étranger. Un air que personne n'a jamais respiré. Ou le vide. Et vous devrez rester dans votre scaphandre. Peu importe. Vous serez le premier humain près d'une étoile étrangère. Que ressentirez-vous à ce moment-là? Du triomphe, de la peur, de la solitude. Probablement tout cela à la fois, et encore autre chose. La conscience de la petitesse de la Terre, de sa fragilité, du caractère aléatoire de votre vie à l'échelle de cet univers infini. Les humains ont toujours su que le monde était vaste. Les anciens regardaient les étoiles et comprenaient qu'il y avait là-haut quelque chose d'immense et d'insaisissable. Mais ce n'est que maintenant, à l'ère des télescopes et des satellites, que nous commençons à réaliser la véritable échelle. L'univers visible contient environ 200 milliards de galaxies. Dans chaque galaxie, il y a en moyenne environ 100 milliards d'étoiles. Autour de la plupart des étoiles gravitent des planètes. Rien que dans notre galaxie, la Voie lactée, il pourrait y avoir jusqu'à 40 milliards de planètes semblables à la Terre dans les zones habitables de leurs étoiles. 40 milliards de foyers potentiels pour la vie, dans une seule galaxie, sur 200 milliards.
Des chiffres d'un tel ordre ne rentrent pas dans la tête. Nous avons évolué pour compter jusqu'à quelques dizaines. C'était le nombre de membres d'une tribu primitive, le nombre d'ennemis qu'il fallait surveiller, le nombre de fruits à ramasser pour se nourrir. Les milliards sont une abstraction. Nous pouvons écrire le chiffre, mais nous ne pouvons pas le ressentir. Et voilà pourquoi la technologie Warp change tout. Elle transforme ces chiffres d'une abstraction en une possibilité. 40 milliards de planètes cessent d'être une statistique et deviennent des lieux réels où l'on peut se rendre, où l'on peut voler, où l'on peut vivre. Mais avec la possibilité viennent les questions, des questions lourdes auxquelles on ne peut échapper. La première est la plus évidente. Sommes-nous seuls ? Le paradoxe de Fermi hante les scientifiques depuis déjà 7 décennies. Si l'univers est si vaste, si les planètes sont si nombreuses, si la vie surgit relativement facilement, où est tout le monde ? Pourquoi n'entendons-nous pas de signaux radio de civilisations anciennes ? Pourquoi ne voyons-nous pas de traces d'ingénierie cosmique ? Pourquoi personne n'est venu vers nous ? De nombreuses réponses ont été proposées. Peut-être que la vie est rare. Peut-être que l'intelligence est encore plus rare. Peut-être que les civilisations s'autodétruisent avant d'avoir le temps de sortir vers les étoiles. Peut-être qu'ils sont là, mais qu'ils se cachent. Peut-être que nous sommes trop primitifs pour les remarquer. La technologie Warp ajoute à cette liste une nouvelle option. Peut-être que les civilisations suffisamment développées quittent l'espace ordinaire. Peut-être qu'elles créent leurs propres univers de poche, des bulles isolées d'espace-temps, où elles peuvent exister éternellement sans interagir avec le monde extérieur. Peut-être que l'univers autour de nous est un terrain de jeu que les adultes ont quitté depuis longtemps. Cela sonne fou, pas plus fou que le moteur Warp lui-même. Si l'on peut courber l'espace pour se déplacer, on peut aussi le courber pour s'isoler. La physique autorise les deux options. Ou peut-être que la réponse est encore plus sombre. Peut-être que les civilisations atteignant la technologie Warp se heurtent inévitablement les unes aux autres, et que ces collisions se terminent par une destruction mutuelle. La galaxie pourrait être un cimetière. Des millions de civilisations mortes, n'ayant laissé derrière elles que de la poussière radioactive et d'étranges anomalies gravitationnelles que nous n'avons pas encore appris à reconnaître. Nous sommes au seuil. Bientôt, dans une décennie, un siècle, peut-être un millénaire, nous connaîtrons la réponse. Soit nous rencontrerons quelqu'un là-bas, dans l'obscurité entre les étoiles, soit nous aurons la certitude que nous sommes réellement seuls. Et je ne sais pas quelle réponse est la plus effrayante. La solitude dans l'univers est une horreur existentielle d'un genre particulier. Imaginez toute l'infinité du cosmos, des trillions de planètes. Et seulement sur l'une d'elles, un minuscule point bleu brûle la lumière de la conscience. Toute la responsabilité de la raison dans l'univers repose sur nos épaules. Si nous disparaissons, tout ce qui est capable de poser des questions, de ressentir la beauté, d'aimer et de souffrir disparaîtra totalement. L'univers retournera à la rotation mécanique et dénué de sens de la matière morte. D'un autre côté, l'existence d'autres êtres pensants pose ses propres questions. Comment coexisterons-nous avec eux ? L'histoire de l'humanité ne donne pas de raison d'être optimiste. Quand deux cultures ayant des niveaux de développement différents se rencontrent, le résultat est généralement tragique pour la partie la plus faible. Et si nous nous avérions être la partie la plus faible ? Et si quelque part là-bas, près d'une étoile lointaine, vivent des êtres pour qui nous sommes des sauvages primitifs, ne méritant pas d'attention, ou, pire encore, représentant une menace. Le moteur Warp exacerbe ce problème. La vitesse, c'est du temps. Si nous pouvons atteindre les étoiles voisines en 1 mois plutôt qu'en millénaires, le contact est inévitable.
nous ne pourrons pas nous cacher dans notre petit système solaire en faisant semblant que le cosmos ne nous concerne pas. Nous sortirons dehors, et tout ce qui s'y trouve sortira aussi. Mais laissons de côté les extraterrestres. Il y a des questions que la technologie Warp soulève indépendamment du fait que nous soyons seuls ou non. Qu'est-ce que l'humanité, si elle se répand sur des milliers de systèmes stellaires? Actuellement, nous sommes une espèce sur une planète. Nous sommes divisés par des langues, des cultures, des systèmes politiques, mais nous sommes liés par une histoire commune et un destin commun. L'information peut faire le tour de la Terre en une fraction de seconde. Un avion vous emmène n'importe où sur la planète en 24 heures. Nous sommes une humanité unique, bien que fragmentée. Mais que se passera-t-il quand les colonies seront à des années-lumière les unes des autres? Même avec le moteur Warp, les voyages prendront du temps, des semaines, des mois. Les communications seront limitées. Un signal radio vers les étoiles les plus proches met des années. Les courriers Warp peuvent accélérer cela, mais pas éliminer totalement le délai. Les colonies commenceront à vivre leur propre vie, à se développer selon leur propre voie, à évoluer culturellement et avec le temps, peut-être aussi biologiquement. Dans 1000 ans, l'humanité pourrait se transformer en des centaines d'espèces distinctes ou en des centaines de civilisations séparées, se considérant mutuellement comme des étrangères. Ou en un empire galactique maintenu d'une main de fer, ou en une mosaïque chaotique de factions en guerre. Nous ne savons pas. Personne ne le sait. Personne. C'est une expérience qui ne sera menée qu'une seule fois, et le résultat ne sera connu que de nos lointains descendants. Il y a une question encore plus profonde, philosophique, métaphysique. Si nous pouvons manipuler l'espace et le temps, qu'est-ce que cela dit de la nature de la réalité? L'espace et le temps ne sont pas des décors sur fond desquels se déroule la vie. Ils sont la trame même de l'existence. Tout ce que nous voyons, tout ce que nous ressentons, tout ce que nous pensons, se produit dans l'espace-temps et en est constitué. Si nous pouvons modifier cette trame, la compresser et l'étirer à notre guise, qu'est-ce que cela fait de nous? Certains philosophes affirment qu'une technologie capable de créer des bulles Warp est, par essence, une technologie de création de nouveaux univers. Chaque bulle est un cosmos distinct avec ses propres lois, certes petit, certes temporaire, mais réel. Le pilote d'un vaisseau Warp n'est pas seulement un voyageur, c'est un démiurge, un créateur de monde. Cela sonne comme une affirmation religieuse. Peut-être l'est-elle. La frontière entre la physique et la métaphysique se brouille quand il s'agit de la courbure de l'espace-temps. Les équations d'Einstein décrivent la réalité, à un niveau qui n'était autrefois accessible qu'aux dieux et aux philosophes. Et voici encore une pensée qui donne la chair de poule. Si la technologie Warp est possible, et si l'univers est assez vieux pour avoir engendré une multitude de civilisations développées, alors il est probable que de telles civilisations existent déjà, et qu'elles aient probablement maîtrisé le moteur Warp depuis longtemps. Qu'ont-elles fait ces derniers millions d'années? Peut-être ont-elles simplement voyagé, exploré la galaxie comme nous explorons la Terre. Peut-être nous ont-elles classés depuis longtemps comme nous classons les fourmis. Intéressant, mais pas particulièrement important. Peut-être nous observent-elles en ce moment même, attendant que nous atteignions un certain niveau de développement. Ou peut-être ont-elles fait quelque chose de beaucoup plus radical. Peut-être ont-elles changé la structure même de l'univers, réglé les constantes physiques, édité les lois de la nature à des échelles que nous ne pouvons pas détecter. Peut-être que l'univers même que nous observons est un artefact, le produit de l'ingénierie d'êtres pour qui le moteur Warp est une technologie primitive du passé. C'est l'hypothèse de la simulation, mais sans ordinateur. Pas une réalité virtuelle, mais une réalité physiquement construite par des êtres plus évolués.
La frontière entre ces concepts se brouille quand on comprend que la réalité est simplement une certaine configuration de l'espace-temps. La tête vous tourne. C'est bien. Cela signifie que vous commencez à comprendre la profondeur de ce terrier de lapin. Mais revenons à des questions plus pratiques. À l'avenir. À ce qui pourrait arriver dans l'espace de vie de quelques générations. Si les recherches actuelles se poursuivent au rythme actuel, la première démonstration expérimentale de la courbure de l'espace-temps en conditions de laboratoire pourrait avoir lieu dans les 20 à 30 prochaines années. Ce ne sera pas un moteur warp, ce sera une courbure microscopique détectable seulement par des instruments ultra précis. Mais ce sera une preuve de principe. L'étape suivante sera le passage à l'échelle. Passer des effets nanométriques au centimètre, au mètre, au kilomètre. Cela pourrait prendre encore 50 à 100 ans, ou cela pourrait arriver plus vite si une percée technologique se produit dans le domaine de la génération d'énergie ou de la création de matières exotiques. Le premier prototype de vaisseau warp, non pas interstellaire, mais simplement capable de créer une bulle de distorsion, pourrait apparaître vers la fin du XXIe siècle. Des tests dans les limites du système solaire. Un voyage vers Mars en quelques heures au lieu de mois, vers Pluton en quelques jours au lieu de décennies. C'est en soi une révolution, même sans les vols interstellaires. Le premier voyage interstellaire aura peut-être lieu au XXIIe siècle ou plus tard. Trop d'inconnus pour faire des pronostics précis. Mais quelque part là-bas, dans le futur, cela arrivera, si l'humanité ne s'autodétruit pas avant, si aucune catastrophe globale ne survient, si nous continuons à avancer. Et quand cela arrivera, tout changera. Tout. Une économie basée sur les ressources d'une seule planète cédera la place à l'économie d'une galaxie entière. Des trillions de planètes avec des matériaux, des minéraux, des conditions uniques. Les éléments rares cesseront d'être rares. L'énergie deviendra pratiquement illimitée. Chaque étoile est un réacteur produisant plus d'énergie que n'en consomme toute la civilisation moderne. La politique changera au-delà de toute reconnaissance. Les États-nations perdront leur sens quand un seul pays pourra occuper une planète entière et qu'un pays voisin pourra se trouver dans un autre système stellaire. De nouvelles formes de gouvernement que nous ne pouvons même pas imaginer surgiront de la nécessité de gérer une société interstellaire. La culture explosera de diversité. Des colonies isolées développeront leur propre langue, art, religion, philosophies uniques. Les contacts interstellaires engendreront synthèse et conflits, interpénétration et rejet. L'histoire s'accélérera et ralentira simultanément. Les événements se produiront plus vite, mais l'information à leur sujet se propagera plus lentement, et la biologie changera. L'adaptation à différentes planètes exigera des modifications génétiques ou la création de types de corps totalement nouveaux. Un humain dans 1000 ans d'expansion interstellaire pourrait être indiscernable d'un extraterrestre pour nous aujourd'hui, ou pourrait fusionner avec les machines, devenant quelque chose de totalement nouveau, ou pourrait se diviser en millions de formes spécialisées, chacune adaptée à sa propre niche écologique. Cet avenir fait peur. Il est si loin de tout ce que nous connaissons qu'il est presque impossible à imaginer. Mais c'est précisément là que mène la technologie Warp. C'est précisément cela qui est en jeu. Et maintenant, rassemblons tout cela. Tous les fils que nous avons tirés à travers ce récit. Nous avons commencé par une simple affirmation. Les scientifiques ont trouvé un moyen de voyager 10 fois plus vite que la lumière. Cette affirmation s'est avérée être à la fois une vérité et une exagération. Une vérité parce que les mathématiques fonctionnent, que la physique le permet, que les recherches avancent. Une exagération parce qu'entre la théorie et la pratique, il y a un gouffre
que nous commençons à peine à franchir. Nous avons vu comment du rêve d'Einstein et d'Alcubierre a surgi un domaine sérieux de la physique, comment chaque décennie apporte de nouvelles améliorations, de nouveaux modèles, de nouveaux espoirs, comment les exigences énergétiques chutent de l'astronomique au simple énorme, comment des problèmes qui semblaient insurmontables trouvent une solution. Nous avons plongé dans l'abîme de la violence cosmique, sursauts gamma, étoiles à neutrons, supernovas. Nous avons vu avec quelles énergies nous proposons de jouer, et nous avons compris que les jeux avec de telles forces peuvent finir aussi bien par un triomphe que par une catastrophe. Nous avons posé des questions auxquelles il n'y a pas de réponse. Sommes-nous seuls? Qu'est-ce qui nous attend parmi les étoiles? Que deviendrons-nous dans 1000 ans, dans 1 million d'années? Ces questions resteront ouvertes bien après que l'écran se sera éteint et que vous aurez fermé les yeux. Et voici ce sur quoi je veux que vous réfléchissiez pour finir. Vous vivez un moment unique de l'histoire, un moment entre les ères. Avant vous, il y a eu des milliers de générations d'humains qui ont regardé les étoiles et ont rêvé d'elles. Ils ont créé des mythes sur les dieux célestes. Ils ont construit des temples orientés selon les étoiles. Ils ont nommé les constellations et dessiné les cartes du ciel. Mais ils savaient, quelque part au plus profond d'eux-mêmes, qu'ils n'atteindraient jamais ces lumières lointaines. Après vous, il y aura peut-être des milliers de générations d'humains pour qui les étoiles seront une banalité. Ils vivront sur des planètes près d'autres soleils. Ils voleront entre les systèmes stellaires aussi facilement que nous volons entre les continents. Pour eux, la Terre sera une légende, une lointaine terre ancestrale que la plupart ne verront jamais. Mais vous vivez sur la frontière, dans la faille entre un passé impossible et un futur inimaginable. Vous faites partie d'une génération qui peut voir la naissance de l'ère interstellaire ou qui peut anéantir cette possibilité à jamais. C'est un sentiment étrange, à la fois exaltant et effrayant. La fierté de voir jusqu'où nous sommes allés, et la peur de voir avec quelle facilité on peut tout perdre. L'espoir dans les merveilles qui nous attendent, et l'inquiétude devant le prix qu'il faudra payer. Le moteur Warp n'est pas seulement une technologie, c'est un miroir. On y voit tout ce qu'est l'humanité, notre curiosité et notre agressivité, notre capacité de coopération et notre tendance au conflit, notre rêve des étoiles et notre peur de l'inconnu. Ce que nous ferons de cette technologie quand elle apparaîtra déterminera ce que nous deviendrons. Resterons-nous des humains dans un sens significatif du terme, ou nous transformerons-nous en quelque chose d'autre, de meilleur ou de pire, ou simplement de si différent que la comparaison n'aura plus de sens? Le ciel nocturne au-dessus de vous ressemble à celui qu'ont vu les premiers humains qui ont levé les yeux et se sont demandé « Qu'est-ce qu'il y a là-haut » Les mêmes étoiles, la même lumière froide venant des profondeurs de l'espace, la même infinité qui coupe le souffle. Mais maintenant, nous savons ce qu'ils ne savaient pas. Nous savons que ce n'est pas un plafond, pas une frontière, pas un mur, c'est une porte. Et nous commençons seulement à apprendre à l'ouvrir. Bonne nuit, que vos rêves soient pleins d'étoiles.